Ça va bien? Ça va bien. Ça fait un bail? Oui, ça fait un bail. La grande exposante, celle qui représente Mid Édition dans les salons et foires des livres. Oui, c'est une vrai. grande littéraire. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Et ton papa, il est là? Ah oui, il est là. Donc, il reçoit la visite de Segima Vision Multimédia. D'accord, bienvenue. Merci beaucoup. Merci, tu viens me voir. Ça fait un bail? Ça va, ça fait Ça va les activités? Alhamdulillah. Ça se passe. Ça, mais je suis content de vous recevoir Le là. plaisir est partagé. Hein, quel honneur vous me faites là. Ah, le plaisir est Quel partagé. grand honneur vous me C'est faites. nous qui sommes adorés. Quel honneur vous me faites. On a été bien accueillis par Sokhna Anta, la grande exposante. Ah, ouais, Tout le monde la connaît. Dans le monde de la littérature, elle est là. Elle est là, oui. C'est ma fille. Hein. Ah, d'accord. Je la Et puis, reconnais. Voilà, Je la elle s'occupe reconnais. beaucoup de littérature, elle s'occupe de moi aussi. Machallah. Voilà. Ah, machallah. Machallah. Mais Ah, merci donc beaucoup. voilà, mais on va aller dans nos bureaux. Voilà, c'est Parce parfait. que pour être C'est vraiment parfait. C'est parfait. à l'aise C'est par rapport à parfait. la littérature, il y a pas de D'accord. problème. D'accord, ça nous va. Voilà, merci En tout beaucoup. cas, merci beaucoup. Merci. Sokhna Anta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes dans le bureau de Mid Édition. Mint Édition. Hein? C'est la direction plutôt. Ah, de d'accord. Mid la Édition parce que nous direction. avons d'autres bureaux aussi. Ah, machallah. Et donc nous sommes à la direction et puis voilà, si vous êtes chez vous, Ah, c'est super. vous êtes chez machallah, vous c'est et puis super. voilà. Hein? On va à l'intérieur. On va à l'intérieur, je vous en prie. Je vous- Bonjour chers amis internautes de Segima Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Vous êtes bien dans votre émission et littéraire. Ce rendez-vous hebdomadaire avec les grands de la littérature sénégalaise. Alors aujourd'hui, nous sommes à Guédiawaye, à la Cité des enseignants. Nous sommes à la rencontre de M. Mamadou Samb. Bonjour Mamadou Samb. Bonjour Yacine. Bonjour Yacine. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir et d'accueillir donc l'émission initiée par Segima. Et avec une talentueuse écrivaine qui est devenue maintenant journaliste. Et ça me fait plaisir vraiment de vous accueillir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. En tout cas, on remercie surtout votre fille, Sokhna Anta, celle que tout le monde connaît dans le monde de la littérature. Elle nous a bien accueillis. Ouais, Voilà, merci. donc Mamadou Samb est un écrivain sénégalais. Disons qu'il a été façonné par un père très ouvert d'esprit, mais aussi très ancré dans nos valeurs traditionnelles. Alors, Mamadou Samb a débuté sa carrière professionnelle en 1977 en tant que jeune directeur d'école et chef de cellule pédagogique dans un village de la Casamance. En 1986, il est nommé adjoint-chef du bureau de synthèse au ministère de l'Éducation nationale. En 1992, il devient formateur au centre verbotonal de Dakar après une formation d'orthophoniste. En 1994, il réussit au concours d'entrée à l'École nationale d'économie appliquée ENEA et débute une riche carrière dans différents ministères tels que celui de l'Intérieur. En 2004, il quitte l'administration et devient directeur national des villages d'enfants SOS du Sénégal. Il revient dans la fonction publique en 2007 où il continue de percer dans différents ministères en tant que haut cadre. Entre autres distinctions, il est grand prix des lycéens du Sénégal pour son roman Le regard de l'aveugle. En 2008, lauréat du prix Sembène Ousmane du roman est nominé au grand prix du président de la République en 2011 avec son roman L'écharpe des jumelles. Enfin, ce grand monsieur est chevalier de l'Ordre national du Lion et officier de l'Ordre national du mérite du Sénégal. La liste est loin d'être exhaustive. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, on vous écoute avec plaisir. Mais pas grand-chose à ajouter, sinon que, bon, il faut ajouter que pour l'année 2024, j'ai pu obtenir donc le prix national Abdoulaye Racine Senghor du roman en 2024 avec Philide. Hein, le Philide, voilà. Okay. Donc je pense que sinon, mais écoute, je suis en train de me débrouiller comme on dit, n'est-ce pas, pour vraiment satisfaire surtout mon public et mes lecteurs. Voilà. Donc, on en vient à votre bibliographie, votre très riche bibliographie. Chers amis internautes, nous sommes en face de l'un des écrivains sénégalais les plus prolifiques de sa génération. Il a dans son actif une riche bibliographie où se côtoient le roman, le théâtre et surtout le conte. Donc, il a publié beaucoup de romans, dont les plus connus sont De Pulpe et d'Orange, qui est là, Les larmes de la reine et L'écharpe des jumelles. Je sais que ces trois-là, mais je sais qu'il y en a d'autres. Il a aussi publié une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Il a aussi publié des contes, beaucoup de contes. Ça, regarde l'aveugle, un très bon roman. Voilà, donc ça c'est la bibliographie de Mamadou Samb. On en parle un peu. Je vois que vous avez beaucoup écrit. Donc, d'après votre biographie, on sait que vous êtes un fonctionnaire de l'État. Mais en même temps, vous écrivez beaucoup. Donc la littérature est devenue votre métier ou bien c'est juste une passion?
Je ne suis plus fonctionnaire de l'État. Ah, je suis maintenant détaché de tout ça. D'accord. J'ai pris ma retraite. Hein. Voilà, donc je pense que vous pouvez ajouter à cela le fait que je viens cette année, et ça fait juste quelques semaines que je viens de sortir Les Caprices de Poussine, un livre qui a été édité au Canada. Hein. Donc, il vient de sortir aussi, Les Caprices de Poussine. C'est une nouvelle publication. Voilà, c'est une nouvelle publication. Donc, voilà, c'est pour vous dire tout simplement que l'écriture est une passion. Une passion. C'est vraiment une passion pour moi. Et même lorsque j'étais fonctionnaire, ça ne m'empêche pas d'écrire. L'écriture peut se faire tout le temps et à tout moment. Donc, je pense que ce n'est pas un problème lié à... parce que je suis dans un métier, j'ai quelques responsabilités en ceci ou cela, mais c'est une passion. Quand on a envie d'écrire, quand on a des choses à dire, quand on veut les dire, quand on veut les partager, et là, on écrit. Voilà, je pense que l'écriture est basée sur ça pour moi. C'est le besoin de partager et surtout de pointer du doigt certaines choses qui sont là et puis de les partager avec les autres. Surtout la notion de partage qui est importante pour moi. Voilà. Mais est-ce que donc vous pensez que l'écriture peut être un métier? Est-ce qu'il y a des écrivains de métiers qui sont spécialement dans ça? Ou bien ça ne peut pas être un métier? Parce que le débat se pose. Si le débat se pose souvent. Bien sûr, bien sûr. On me pose souvent cette question-là. Il y a des jeunes qui me demandent est-ce qu'on peut être écrivain de métier. Je pense qu'il faut y aller avec des pincettes. Hein? Il y en a qui ont réussi à faire de l'écriture un métier. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ici au Sénégal, malheureusement. C'est dans des pays comme par exemple en Europe, ou dans certains pays aux États-Unis ou autres, où on peut dire par exemple, celui-là, son métier, c'est l'écriture. C'est un écrivain. Et parce que tout simplement, il faut le dire, l'écriture ne nourrit pas son homme en Afrique. Surtout. Hein? On écrit par passion, mais si on veut écrire pour être riche, je pense qu'il faut chercher un autre métier. Tout à fait. Voilà, il faut chercher un autre métier. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est vrai. Maintenant, on est riche maintenant de ce qu'on a écrit. On est riche de, par exemple, quand je vois par exemple tout ce que j'ai fait là, je suis riche de ça. Oui, mais vous allez me dire que ça ne nourrit pas son homme. Mais quand même, je suis très riche de ça. Et si vous avez la patience, parce que c'est important, je reviendrai régulièrement sur cette notion-là, vous avez la patience d'écrire et d'attendre le temps que ça mûrisse, hein, que ça soit adopté par le public, parce qu'on n'écrit pas pour soi. On écrit parce qu'on a besoin de sortir quelque chose. Et dès que le livre sort, ça ne nous appartient plus. Si maintenant votre livre est apprécié par le public, mais je pense qu'il y a toujours en revanche un plus-value qu'on peut avoir par rapport à des gains qu'on a. Mais en général, l'écriture n'est pas son nom, surtout en Afrique. Donc le livre ne se vend pas bien au Sénégal, je vous comprends bien. Est-ce que les Sénégalais achètent les livres? Je pense que je pense qu'à ce niveau-là, quand on dit acheter des livres, il faut essayer de disséquer ça. Les élèves qui sont à l'école achètent des livres parce qu'ils sont obligés d'acheter des livres au programme. Des livres au programme. Et donc, il ne faut pas dire que les Sénégalais ne achètent pas de livres, mais là, c'est une obligation d'acheter ces livres-là, ces livres au programme. Il y a aussi les livres que l'on achète parce qu'on a envie de les lire. Par exemple, je donnerai l'exemple de Privé d'Orange. Ce livre est à plus de 11 000 exemplaires vendus. Ceux qui l'achètent, souvent, je ne suis même pas au courant qu'ils l'achètent. Donc, c'est des personnes qui l'achètent. Quand on dit 11 000, ça veut dire que c'est plusieurs personnes qui l'ont lu et qui l'ont acheté. Quand je regarde, par exemple, Le Regard de l'aveugle, ce livre-là est presque à plus de 12 000 exemplaires aussi. Quand je vois, par exemple, ça, je me dis que les gens achètent. Mais là, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui achète. On peut même parler d'élite, si vous voulez, par rapport au livre. D'abord, pour acheter un livre, il faut savoir lire le livre. Il faut avoir le temps de lire. Il faut avoir la passion de lire. Donc, je pense que le livre, quand même, se vend. Mais pas tous les livres. Pas tous les livres. Je pense que c'est un problème lié au fait qu'on a une certaine affinité par rapport au lecteur, du moins à l'écrivain, ou bien on connaît par exemple l'écriture de cet écrivain-là, souvent il traite de thèmes, ceci ou cela, ou bien par dire, on se rend compte que tel écrivain est connu parce que tout simplement il y en a qui l'ont lu et qui l'apprécient et qui
passe l'information, Tout à fait. qui fait que, par exemple, le livre est Ils lu. font sa promotion. Mais la réalité, c'est que on a une chance quand même, je pense que c'est une chance qu'on a, c'est que les libraires n'arrêtent pas de nous commander des livres. Machallah. Donc, on n'arrête pas de nous commander des livres. Ok. Et les livres s'en vont, mais à chaque fois, quand c'est fini, on nous commande d'autres livres. Donc, il y en a qui lisent. D'accord. Il y en a qui lisent. Ouais, il y en a qui lisent quand même. D'accord, Voilà. d'accord. Ah, très bien. Voilà, donc en lisant vos publications, vos œuvres, on voit que généralement, les personnages principaux sont des femmes. Et pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est un choix ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré pour écrire, pour faire des femmes vos personnages principaux dans vos écrits? Ça, on pose souvent cette question, mais c'est à partir de non, c'est parce que tout simplement, c'est en lisant certains livres qu'ils disent ça, mais ils n'ont pas lu tous les livres. C'est-à-dire que dans certains de mes livres, plupart de vos ouais, dans beaucoup de mes livres, souvent le personnage est un personnage féminin. Il y en a même qui, après avoir lu un livre, disent qu'ils veulent me voir parce qu'ils ne croient pas que ce soit écrit par une femme. Hein, ils disent que non, un homme n'a pas pu écrire ça, c'est une femme qui a écrit ça. Il y en a qui le disent. Et d'autres qui me disent que, mais attends, comment vous faites pour écrire à la place comme ça des femmes, avec autant d'intensité, autant de perspicacité, et comment vous faites? J'ai dit, mais non, parce que simplement, je suis humain comme tout le monde. Tout à fait. Hein? La femme, c'est moi. La femme, c'est l'autre. La femme, c'est tout le monde. Hein? Donc, en plus de cela, c'est que, par exemple, quand on prend certains livres, si je prends par exemple comme personnage principal la femme, ce n'est pas la femme en tant que telle, mais la femme dans un environnement. Dans un environnement, tout à fait. Dans un environnement où et les hommes, et les enfants, et les vieillards, et tout le monde, et même la nature intervient autour de cette femme-là. Donc ce n'est plus la femme qui est tout simplement le personnage principal, mais c'est plusieurs personnages qui tournent autour de cette femme-là, qui font la vie. Tout à fait. En général. Voilà. Okay. Voilà. Voilà, donc, et ça, il ne faut pas dire que vous êtes un peu influencé par Abdoulaye Sadji. Parce qu'en lisant votre biographie, on voit que vous avez côtoyé, vous avez même partagé un endroit où vous travaillez. Et c'est lui qui vous a inspiré. Parce que habituellement, on voit que lui aussi il a des héroïnes, comme Nini, comme Maïmouna et autres. Et c'est lui qui vous a influencé. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer. C'est-à-dire que. Il est parti au moment où je suis arrivé. C'est-à-dire que pour mon premier poste en Casamance, le poste qu'il occupait en Casamance, à Seliki, donc lorsqu'il est parti, quelques années après, c'est moi qui l'ai occupé. Donc c'est important peut-être que... mais ce n'est pas un problème d'influence ni un problème de côtoiement. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que c'est des personnes qui, au moment où c'était très difficile d'écrire, écrivaient. Parce que moi, à chaque fois que j'écris, par exemple, avec ma machine, je pense à ceux qui étaient obligés de... Mon premier livre, je l'ai écrit sur un cahier de lèvres, il n'y a pas de problème, hein? Je l'ai écrit sur un cahier de lèvres, et puis voilà. Mais quand je pense qu'il fallait écrire tout sur un cahier, ou bien quand il fallait taper avec des machines... qui tapaient pour faire un livre d'actographique, mais je me disais que c'était juste après l'indépendance. Tout n'était pas facile, mais ils ont réussi quand même à laisser des œuvres qui sont restées dans la postérité. Voilà. Là, on va parler de la langue d'écriture. On voit que vous écrivez exclusivement en français. Il y a des gens qui écrivent dans nos langues nationales, mais le plus souvent, c'est en français qu'on écrit. Même nos émissions au Sénégal, on le fait en français. Et pourtant, vous parlez bien le Wolof en tant que Sénégalais, moi pareil. Tous les Sénégalais parlent Wolof, mais on fait nos émissions en français. Nous, à Séguima, on est obligé de le faire parce qu'on est suivi dans la sous-région, dans les autres pays africains. Mais ce débat qui est posé actuellement, le fait qu'on veuille introduire les langues nationales dans l'éducation, est-ce que ça vaut la peine, puisque à chaque fois on fait nos émissions en français, on écrit en français? La langue est l'unité fondamentale de la littérature. C'est l'unité fondamentale. Alors, si on n'avait pas, par exemple, une langue pour écrire, on n'allait pas faire de littérature, ça c'est clair. Tout à fait. Sinon, on parlera de littérature orale. N'est-ce pas? Mais la littérature écrite est basée sur, c'est-à-dire un élément fondamental qui est la langue. Qu'on écrive en français, je vais citer quelques exemples. Au Sénégal déjà, en 2001 déjà, on était, c'est-à-dire officiellement, à 6 langues nationales codifiées et tout. Maintenant, bon, les choses ont changé, on en a acheté d'autres qui sont là, comme le Mandjak, et bon, il y en a beaucoup qui sont arrivés.
Mais la langue officielle de travail, c'était le C'est le français. français. Alors, prenons le cas, par exemple, du Cameroun. Le Cameroun, il y en a qui te disent qu'on a au moins 200 dialectes. Je mets ça en parenthèse. Hein? C'est, disons, langues autochtones, des langues vernaculaires, plus de 200. Et il y en a même qui disent que, d'après les calculs, on est presque à 360 langues. Imaginez, par exemple, que dans ce milieu, que l'on dise que on va utiliser, donc chacun va utiliser une langue, ou bien sa langue natale, ou bien sa langue maternelle, pour pouvoir parler aux autres. Ça les pose énormément de problèmes. Tout à fait. Et ce n'est pas le cas du Cameroun seulement. Faites le tour de l'Afrique, vous allez voir que, par exemple, on en a partout, et nous sommes tous dans presque la même situation. Mais est-ce que ça veut dire que nous allons être défaitistes pour ne pas utiliser nos langues? C'est ça le problème. C'est le problème. Parce que l'essence même de ce qu'on appelle la narration émane de l'individu en tant que quelqu'un qui appartient à un terroir, quelqu'un qui appartient à une communauté. Tout à fait. Et le fait, par exemple, de dire que je m'exprime avec la langue de l'autre, comme disait Cheikh Anta Diop, hein, on ne peut pas mâcher avec la langue, on ne peut pas, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, par exemple, manger avec la bouche d'un autre. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, on est obligé de faire référence à nos langues. Alors, il y a plusieurs choses. Réfléchir en Wolof, écrire en français. C'est ce que font la plupart des écrivains. La plupart des écrivains. Hein? Ou bien essayer de se cantonner au français pour écrire, n'est-ce pas, en français. Une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Souvent, il y a énormément de nuances qui ne sortent pas. Parce qu'on ne peut pas les faire sortir. Donc, être défaitiste, il faut l'éviter. Je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé à écrire en Wolof. Et moi, je suis admiratif devant ces gens-là. Qui commencent à écrire en Wolof et qui écrivent très bien en Wolof d'ailleurs. Mais des cas comme le mien posent problème. Parce que c'est vrai que je ne connais que le Wolof. Je parle même toute langue de ce pays-là. Mais mon problème, c'est si je devais écrire ça en Wolof, il faut, ça dit tout réapprendre. Tout réapprendre. L'alphabétisation et tout. Ensuite, il y a un autre problème. J'écris en Wolof, je diffuse le livre. Mon lectorat. Est-ce qu'au Sénégal, tout le monde est alphabétisé en Wolof pour pouvoir lire en Wolof? C'est pourquoi on va introduire les langues nationales dans l'éducation. Voilà. Donc il y a un préalable. Il y a un préalable. C'est pas encore acquis. Par exemple, moi, on me donne un livre en Wolof, quand je commence à lire, il y a des mots qui passent facilement, mais il y a des mots où j'ai plus. Des fois, c'est très difficile. C'est très difficile. En plus, quel Wolof on va utiliser, par exemple, pour écrire en Wolof? C'est tout ça. Est-ce que c'est le Wolof Bol, le Wolof Saloum Saloum, le Wolof Lebou, quel Wolof on va utiliser? Donc, je pense qu'il y a un travail énorme à faire à ce niveau. Et je pense qu'il y a des préalables, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça parte de la base, que nos enfants, n'est-ce pas, soient alphabétisés en Wolof, soient préparés en Wolof, pour que plus tard, que tout le monde, c'est-à-dire que ça s'étende sur un lectorat assez large. Sinon, vous écrivez en Wolof, vous avez un lectorat très très restreint. Tout à fait, tout à fait. Et ça, je pense que ça pose problème. Alors, il y a un problème chez moi. J'ai des idées, je vais les sortir. Je ne vais pas coûte que coûte vouloir écrire dans une langue bancale où je vais, par exemple, très mal utiliser Wolof. Mais si j'ai la possibilité, parce que j'ai été formé dans ça, j'ai appris à l'école, j'ai la possibilité, par exemple, d'écrire en français, j'écris en français. Et un jour, peut-être que ceux qui seront alphabétisés en Wolof, pourront, par exemple, prendre le livre et traduire ça en Wolof, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, le regard de l'aveugle, actuellement, le regard de l'aveugle, par exemple, a été traduit en arabe. Ah, machallah. En arabe. Ok. Ce qui est magnifique. Et j'ai le pulpe d'orange qui a été traduit en portugais. C'est le premier roman, n'est-ce pas, de pulpe d'orange? Ça a été traduit en portugais. Ah, machallah. Ok.
Et je pense qu'il y a une publication en italien qui commence qui va bientôt sortir. Mais je pense que donc, ça me dérange pas, moi. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là, d'écrire en français et d'attendre que, par exemple, ça soit traduit dans une autre langue. Ok. Voilà. Donc, on s'accroche au français en attendant de régler le problème de nos langues nationales. C'est le devoir qui ça. Vraiment, ça, c'est tellement compliqué que je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, pour les autres, ça a marché. Mais pour nous, pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tard quand même. On va d'abord régler ce problème avant d'écrire en Wolof. Voilà. Maintenant, on va parler de l'édition. On voit que vous avez une maison d'édition, Minto Édition. Oui. Et depuis que vous avez créé cette maison-là, on voit que vous êtes dans l'autopublication. Donc, il y a des directeurs de maisons d'édition qui ne publient jamais chez eux. On peut citer l'exemple de l'actuel président de l'association des écrivains, Spodenion, qui est le directeur d'Abyss Édition. Il se fait tout le temps publier chez les autres. Mais Mamoudou Samb se fait tout le temps publier chez Minto. Donc, c'est pourquoi ce choix-là. Là, vous affirmez. Non, mais je pense que c'est souvent c'est des constats qui ne sont pas toujours, qui sont pas très proches de la réalité. Je m'explique. Par exemple, depuis le d'Orange, ce livre a été publié par Enda Kermonde. Il n'y a pas une seconde publication. Voilà, la seconde publication a été faite à Minto. Donc, je ne me suis pas publié, c'est les autres qui m'ont publié et je n'ai fait que reprendre mes droits pour pouvoir publier ça. Donc, ce n'est pas l'auto-édition. D'accord. Donc, c'est une reprise de droit. Alors, quand je prends par exemple Le Regard de l'aveugle, ça a été publié par Edisal. Mais c'est repris par Minto. Repris par Minto. Parce que quand je vois, par exemple, qu'à un certain moment, par exemple, il y a un blocage quelque part et que les choses n'avancent plus comme moi je l'aurais souhaité, je préfère, comme j'ai mon cycle de distribution est un cycle assez large, n'est-ce pas, qui s'étend aussi bien au Sénégal qu'à l'extérieur, je reprends donc mes droits, ce qui est tout à fait normal, je prends mes droits et je reprends le livre. Donc, vous voyez, par exemple, celui-là, ce n'est pas une autre édition. Quand je prends Les Larmes de la Reine, ce livre a été édité par Teham Édition en France. Et à partir d'un certain moment, c'est repris par Minto. Vous voyez? Là, on comprend. Donc, voilà. Et quand je prends par exemple Le Chape des Jumelles, même chose. Ça a été édité en France. Et je ne fais que reprendre mes droits. C'est un amalgame qui s'est fait là. Voilà. Et ensuite, quand je prends par exemple celui qui vient de sortir, c'est le livre qui a été édité au Canada. Par Afro-Québec. La toute dernière publication. La toute dernière publication. De Poussine. Voilà, Le Caprice de Poussine. Qui est assez volumineux et tout. Mais ça, c'est les Québécois qui ont édité ça. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que moi, au moins, je m'entoure de garanties. Ce que je ne veux pas, c'est prendre un livre et en premier l'éditer. D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai besoin d'une sanction, j'ai besoin d'une appréciation de l'œil de l'autre. J'ai besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'être apprécié ou déprécié par voilà, ce qui fait que tous mes livres, ce qui dit souvent que j'ai dit non, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Voilà, vous avez bien fait de poser le débat. Aucun de mes livres n'a été publié à titre. C'est des rééditions que vous faites. Des rééditions. Je peux faire des rééditions parce qu'il a été édité quelque part. On peut reprendre maintenant ce qu'on appelle cette loi et les rééditer, ça c'est autre chose. Mais le livre est passé dans ce qu'on appelle un tamis. C'est passé dans un cycle de sanctions. C'est un livre qui a été donc édité à compte d'éditeur quelque part avant que je ne reprenne ce livre-là. Voilà. Sans compter que maintenant, j'ai édité plusieurs personnes. J'ai édité plusieurs personnes qui sont là. Par exemple, le châtiment du docteur Mama Moussa Diaw, le Chama Diop avec l'espoir d'une vie heureuse, Mauvaise pente de Amina Seck et plein d'autres personnes que j'ai. C'est Minto qui a été d'accord, un excellent roman. Ouais, donc je reprends, j'ai déjà été plusieurs personnes moi. Donc vous voyez que ce qu'il dit souvent, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est pas grave. Mais après avoir lu le livre, quand ils regardent souvent, ils voient que c'est un livre qui a été réédité. Voilà. Mais je n'édite aucun livre à compte d'autre. Aucun livre. Donc, le littéraire est là pour éclaircir les choses. Voilà, donc on va continuer dans l'édition. En tant qu'éditeur, comment trouvez-vous l'évolution de ce métier au Sénégal? L'édition, comment ça se passe? Est-ce que ça marche bien? Quels sont les défis? Quels sont les problèmes de l'édition au Sénégal?
Ça, vraiment, c'est une question assez épineuse. Et j'aimerais bien poser ça à ton patron, comme on dit, pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Dire que l'édition ne marche pas, je pense que ce serait trop. Mais dire que ça marche aussi, ce serait trop dire. Je pense que tout dépend. Tout dépend de comment on voit l'édition. Si vraiment on entre dans l'édition pour être riche tout de suite, hein, faire des choses qui sont mal faites et puis les mettre sur le marché, je pense que là, ça ne marche pas du tout. Sur la qualité. Je tape beaucoup sur la qualité. Voilà. C'est important. Parce que c'est la qualité non seulement de ce qu'on appelle le contenant, mais aussi le contenu. Le contenu, surtout. Les deux à la fois. Alors, dire que, par exemple, l'édition ne marche pas, non, je pense que l'édition, quand même, ça dépend. Si, par exemple, on se lance dans l'édition parce on dit que on peut le faire parce qu'on n'a pas autre chose à faire, c'est pas la peine. Mais quand on le fait parce que c'est une passion, parce qu'on veut en faire un métier, parce qu'on veut que ça soit, par exemple, ce qu'on appelle une entreprise, je pense qu'on peut dire que l'édition marche. Mais les personnes pour qui l'édition ne marche pas, c'est les personnes qui sont entrées là-dedans comme au poil dans la soupe, qui n'ont aucune notion de l'édition, qui ne font pas l'effort nécessaire, qui n'ont pas le personnel qu'il faut, qui n'ont pas les lecteurs qu'il faut, qui font ce qu'on appelle des... Il y en a même qui sont entrés dans l'édition parce que tout simplement, ils veulent éditer leur propre livre. C'est-à-dire ceux qui font par exemple des éditions à compte d'auteurs. Il y en a beaucoup qui ont commencé l'édition parce qu'ils ont placé les livres partout, ça n'a pas marché. Ils ont édité ça à compte d'auteurs. Souvent, bon, si c'est dans ces conditions-là, je pense que non. Mais pour moi, personnellement, je me dis que, machallah, l'édition marche parce que les livres sont produits avec l'aide, bien sûr, souvent de partenaires, comme par exemple la DLL, ou bien par exemple d'autres partenaires qui sont là. On a plusieurs partenaires qui sont ici, qui nous aident à l'édition des livres. Et quand les livres sortent, les livres sont dans les librairies. Ils sont dans les bibliothèques. Les livres sont dans les circuits de distribution. Par exemple, quand on parle par exemple le cas de Bouka Distribution, qui distribue énormément mes livres aussi, partout, et même dans les stations Shell, on trouve ces livres-là. Donc, vous allez à l'aéroport, vous trouvez mes livres, vous les trouvez partout, mais je pense que donc, on ne peut pas se plaindre. Bon, c'est vrai que si vraiment on mesure tout par rapport à l'argent, là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Ça pose problème. Voilà. En tout cas, on a de très beaux livres à multi-édition. Ça, tout le monde l'a constaté. Maintenant, on va sortir carrément de la littérature pour parler un peu de Mamour Sam en tant que tel. Parce que comme je l'ai dit au début, vous avez été façonné par un père très strict dans l'éducation de ses enfants, qui est très ancré dans nos valeurs traditionnelles. Vous allez nous parler un peu de cet homme-là qui vous a inspiré. Ensuite, on voit que dans vos écrits, vous abordez souvent des thèmes sociaux. Est-ce que c'est par rapport à votre environnement où vous avez grandi? Parlez-nous un peu de votre enfance. Vous savez, je le dis souvent d'ailleurs, on n'est pas ex nihilo. C'est-à-dire qu'on est dans une société. On vit dans un entourage. On est façonné par ce qu'on appelle les influences, on est façonné par ce qu'on appelle les apports, on est influencé par le regard de l'autre et le regard qu'on a sur la société. On est influencé par tout ça. Ceux qui veulent écrire ex nihilo, par exemple, quand je vois par exemple le Sénégalais qui veut coûte que coûte écrire sur la France, sans avoir jamais fréquenté la France, ça me pose problème. Ah oui. Hein? Quelqu'un qui, par exemple, sort de son cadre pour écrire sur autre chose, je me dis que bon, c'est vrai, c'est de la recherche toujours, mais il faut faire attention. Alors, je vais prendre l'exemple de Le regard de l'aveugle. Dans ce livre-là, Votre livre préféré, Le regard de l'aveugle. ouais, bon, il y en a qui l'aiment beaucoup parce que c'est le grand prix des dessins du Sénégal. Voilà. Ce livre-là, par exemple, il y a un grand cheikh libanais qui l'a lu tout dernièrement, Cheikh Mohamed Gansou, c'est le patriarche, ou bien disons le grand chef religieux donc, des Libanais au Sénégal. Il a lu le livre et il est venu jusqu'ici pour me donner un trophée. Parce que le livre lui rappelle beaucoup de choses, d'abord par l'analyse qu'on a donc de la société, mais c'est parce qu'il a habité pas loin de Sandaga et il connaissait Sandaga avant que Sandaga ne soit détruit. Et en lisant le livre, il m'a dit que mais vous êtes en train de reproduire le Sandaga d'antan.
Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, j'ai vécu à Sandaga. Ah, d'accord. Ok. Mon père, c'était le président du marché Sandaga. Ok, un commerçant. Des commerçants. D'accord. Et chaque samedi et chaque dimanche, j'étais à Sandaga. Vous connaissez bien le milieu là. Je connais très bien le milieu. Mais pourquoi ne pas parler de ça comme moi je l'ai connu avant que Sandaga ne soit transformé? Ah oui, ah oui. Ceux qui lisent par exemple ce livre-là vont se trouver dans le Sandaga d'antan. Et dans ce Sandaga-là, par exemple, il y avait mon père. Mon père, qui était le président des commerçants du Sénégal, tenait beaucoup à mes études, moi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il tenait beaucoup à mes études. Et lorsque j'ai réussi à l'école Normandie en Pouty, il a hésité pour me laisser partir parce que j'occupais une grande place dans ce marché-là. Et lorsque les autres commerçants sont dit, mais attends, toi, tu es en train de faire du gâchis, ce gosse-là, il est déjà bien lancé dans le commerce et tout ça là. Il a dit, laissez-le, il n'a qu'à aller apprendre. C'est pour ça que je parle souvent de mon père, comme étant quelqu'un qui, n'est-ce pas, dans une famille où c'était la tradition pure et simple, n'est-ce pas, tenait beaucoup aux études de ses enfants. Et par exemple, au marché Sandaga, juste à côté de la grande boutique de mon père, il y avait ce qu'on appelle les vendeurs de papier. C'est quoi les vendeurs de papier? C'est les vendeurs de journaux et les livres par terre. C'est là où c'est parti. C'est après que c'est sorti de Sandaga. Mais c'est parti là-bas. Parce que là, on avait des vieux livres, on avait les vieux journaux, par terre. Et tout était regroupé sur des tables. Et vous avez la possibilité de venir prendre un livre, échanger, donner 100 francs de plus et partir, n'est-ce pas? Ou bien, par exemple, venir... Tous les journaux qui étaient en France, quand, par exemple, ça ne marchait plus, on les mettait dans des paquets, et puis on avait ici, c'était pour mettre le riz là-dessus, pour mettre les cornets, ce qu'on appelle les cornets. Ce n'est pas pour la lecture. Mais pour moi, c'était au moyen de lire. Je lisais tout. Je lisais tout. Donc, vraiment, si j'ai une passion pour la lecture, c'est pas là-bas. C'est là où on a connu les Zambla, les Hakim, les Black d'Europe, et tout ça là. Donc, vraiment, et qu'est-ce qu'on faisait? Mon père savait que ce n'était pas pour l'éducation. Donc, on les cachait pour les lire. Sous nos lits, et quand papa venait, on cachait tout, et quand il partait, on reprenait, on se mettait à lire. Donc, c'est la passion des jeunes de ce temps-là. On n'avait pas TikTok. Et Instagram, donc ça se comprend. C'est pour vous dire simplement que c'est vrai que j'ai été influencé par mon père, mais j'ai été influencé aussi par mon milieu. Quand par exemple il fallait écrire par exemple ce livre-là, Les Caprices de Poussine, ça vient de sortir, hein, vous êtes les premiers à aller voir, qui a été édité donc, au Canada. Le fond, mais la forme. Le fond, vous allez voir que c'est d'une histoire magnifique, vous allez lire ça après. Donc, je suis en train de faire la publicité. Donc, par exemple, ce livre-là, c'est un livre qui est parti de Dakar, à l'université de Dakar. Entre un jeune étudiant, une étudiante plutôt, et son professeur de français, toi. Imaginez un amour qui est né de ça. Et ce livre c'est un livre, c'est un va-et-vient régulier entre, donc, après avoir réussi à stabiliser leur union, entre Nice, que je connais très bien en France, je connais bien la Côte d'Azur parce que j'y vais souvent, je connais bien Cannes, Monaco et tout ça là, mais c'est un voyage régulier entre Nice et Dakar. Quand je dis Dakar, c'est le Sénégal. Alors, ce n'est pas ex nihilo qu'on a écrit ce livre-là. On est parti sur des faits et des lieux que nous connaissons. L'université et Nice. Oui, c'est des lieux que nous connaissons. Quand je parle par exemple de Gor, c'est parce que je connais Gor. Quand je parle de Joal, l'île au coquillage, je connais l'île au coquillage. Quand je parle de Nice aussi, en parlant par exemple de Greenside, c'est parce que je connais Greenside, j'ai vécu là-bas. Donc vous voyez, c'est pour vous dire seulement que écrire, c'est être ancré dans sa société. Tout à fait. C'est-à-dire que l'écriture, c'est comme par exemple le fait d'avoir ce qu'on appelle être enraciné, avoir des racines partout, et je dis même des racines tentaculaires. Mais avoir une ouverture, ceci, c'est-à-dire il faut que le feuillage s'ouvre à tout. À tout, je dis bien à tout. Si par exemple on réussit à faire cette jonction-là, mais le tronc tient bien. Je pense que ça, c'est de l'écriture. Voilà.
On n'écrit pas ex nihilo. On va rester dans l'écriture. Là, on parle d'engagement, des écrivains qui sont engagés, des écrivains qui décident de ne pas se mêler des choses. Voilà, donc on va rester dans l'écriture. On parle souvent d'engagement. Il y a des écrivains qui sont engagés, mais il y a d'autres qui préfèrent ne pas se mêler de ce qui se passe dans la société. Donc, est-ce que vous pensez qu'un écrivain doit être engagé, comme par exemple, là, on voit il y a une vague de contestation qui se passe en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui aspirent à une nouvelle indépendance, voilà, à la souveraineté. Et quel doit être le rôle des écrivains dans cette zone-là? C'est l'éternelle question qu'on se pose. Ah oui. La notion d'engagement par rapport à l'écrivain. Comme si l'écrivain n'était pas dans une société. Je pense qu'il faut qu'on sache raison garder. C'est quoi l'engagement? Mais je pense que le premier engagement, c'est le fait de prendre la décision d'écrire. Dès qu'on prend la décision d'écrire, on est engagé. On s'engage. Maintenant, est-ce qu'on veut écrire politique ou bien on ne veut pas écrire politique? Souvent, il y en a qui, dès que vous ne mettez pas de politique dans vos textes, ils disent que vous n'êtes pas engagé. Or, par exemple, dans Le Regard de l'aveugle, lorsque j'ai parlé d'excision et d'infibulation, il y en a qui ne savaient pas ce que c'est que l'infibulation. Lorsque j'ai parlé d'excision, mais c'est 7 ans après qu'on a voté à l'Assemblée nationale la loi interdisant l'excision. Est-ce que ça, c'est pas un engagement? Bien sûr. C'est un engagement. C'est un engagement. Donc, pour certaines causes. Voilà, pour certaines causes. On peut être engagé pour certaines causes. Mais il y en a qui pensent que tant qu'on ne parle pas de politique, c'est-à-dire parler des politiciens, parler de l'activité des politiciens, on n'est pas engagé. Hein? Il y en a qui pensent que tant qu'on ne critique pas une société, on n'est pas engagé. Or, le fait de parler de la société en mettant le doigt sur des problèmes, en montrant, hein, parce que l'écrivain aussi, il faut que l'écrivain arrête de penser que c'est un objecteur de confiance. On ne peut pas, par exemple, penser, et c'est très grave, qu'on peut orienter et même contraindre les gens à réfléchir ou à faire ce que vous êtes en train de faire. Tout à fait. Quand on parle par exemple de politique, il y en a qui sont pour ceci, d'autres qui sont contre cela, mais souvent, chacun est tellement bien positionné dans ses idées que si vous le dites, il dit que ça, c'est la meilleure solution à ce qu'il faut faire. Je pense que, prenons par exemple ce qui se passe actuellement en Afrique, par rapport à la réalité. Quand on a par exemple les pays du Sahel qui ont pris la décision de rompre carrément avec la France, et sont orientés vers, pas seulement vers la France, mais même avec une certaine défiance envers l'Union africaine, et même avec la CEDEAO, pour s'orienter vers leur propre développement selon leur conception de ce qu'on appelle le désengagement. La souveraineté. La souveraineté et le désengagement. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est presque une répétition de l'histoire. Hein? Il y en a qui ne se rendent pas compte que c'est une répétition de l'histoire. Au moment des indépendances, il y a des pays qui ont dit ça suffit, on rompt avec la France, avec l'Angleterre. Il y en a qui ont dit non, nous ne rompons pas, nous y allons doucement et on va chercher progressivement notre indépendance. Qui a réussi, qui a échoué? On a regardé. On a vu qu'il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. Il y a des pays qui vraiment en ont vraiment profité et d'autres populations qui en ont vraiment souffert. On ne se rend pas compte que cette situation qui avait déjà existé et qui a existé auparavant aussi est en train de se répéter. Mais par rapport à ça, par exemple, au premier vague à l'indépendance, les écrivains, ils étaient très présents. Si on prend si on revisite l'histoire de la littérature africaine, on voit qu'à chaque période, il y avait des écrivains qui s'étaient levés pour écrire. Par exemple, on prend les mouvements, il y a d'abord le mouvement de la négritude, il y a d'abord après le mouvement qui est, par exemple, ceux qui parlaient de la colonisation, après ceux qui parlaient, par exemple, des chefs d'État, les dictateurs. À chaque fois, il y avait des écrivains qui étaient présents là, on les voyait partout. Actuellement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement avec les nouveaux écrivains contemporains? Mais parfaitement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en ce moment-là,
Est-ce que vous pensez que, par exemple, quelqu'un peut continuer jusqu'à présent de parler d'indépendance encore sur la même forme que ces anciens écrivains-là? La donne a changé, mais c'est la même chose. chose. Voilà, mais ça a changé. Donc, ils ont une autre façon de parler d'indépendance. Ce qui fait que, par exemple, moi, je vous dis une chose, mais si, par exemple, certains pays ont dit, ça suffit, on coupe les ponts, et que d'autres disent, nous ne coupons pas les ponts, nous avançons, et on va de plus en plus arrêter. Mais je dis, tant mieux. C'est des expériences que nous allons vivre. Et ce que l'on souhaite, c'est que ceux qui ont décidé de couper les ponts réussissent. Parce qu'ils ne réussissent pas, on dira plus tard que l'Afrique est incapable de se prendre en charge. Et ça, c'est très grave. Donc, il faut qu'on souhaite que ces pays-là, comme par exemple le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, que ces pays-là réussissent. Il faut qu'on le souhaite. Et c'est important pour ce qu'on appelle la renaissance de l'Afrique plus tard. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des préalables qui ne sont pas encore réalisés. Mais si, par exemple, tout est réalisé et qu'ils réussissent à le faire, mais il faut que tout le monde souhaite qu'ils réussissent, sinon ce sera catastrophique. Parce que aussi, ce qu'il faut éviter, c'est remplacer un maître par un autre. Et il faut faire attention, il ne faut pas, par exemple, remplacer par exemple, les Français par d'autres. Par la Russie. Par la Russie. Il faut beaucoup faire attention à ce niveau-là. Un maître, c'est un maître. Donc, on attend les écrivains pour un peu parler de voilà. ça. Il faut que les écrivains s'y mettent aussi. Voilà. Il faut que les écrivains s'y mettent. En tout cas, on a beaucoup appris avec nous ensemble. Merci. On n'en attendait pas moins. Peut-être on va vous demander de dire votre dernier mot. Peut-être j'ai oublié quelque chose dont vous voulez parler et que j'ai omis. Ben, vous n'avez rien omis. Il n'y a pas de dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot parce que. Non, non, il n'y a pas de dernier mot parce que tout simplement, je pense que la discussion va continuer. Vous êtes avec un monsieur qui est magnifique, c'est notre cher. Voilà, donc parlez-nous de Ségima. De Ségima. Parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que l'écriture, ce n'est pas le fait de s'enfermer dans son bureau pour travailler. C'est pas ça l'écriture. Ah, oui. L'écriture, c'est un ensemble de métiers qui tournent autour de l'écriture. L'infographie, la bibliographie, tout ce qui est librairie, tout ce qui est bibliothèque, tout ce qui est... Et la communication. Donc je pense que Ségima est en train d'innover dans ce sens-là. Vous êtes en train d'écrire autrement. Pas seulement avec les livres, mais avec les images aussi. Ah, oui. Et je pense que ça, c'est important. On en a besoin. Voilà. Et je pense que le fait de diversifier rendra le métier d'écriture magnifique. Magnifique. Parce que regardez par exemple les grandes maisons d'édition. Ces grandes maisons d'édition ont tout un arsenal. Ah, oui. Hein? Tout autour de ces maisons d'édition-là. Pour faire ce qu'on appelle non seulement la publicité, mais pour la diffusion aussi du livre. Je pense que tout ça c'est important. Je pense qu'il faut diversifier et vous êtes en train de le faire. Et vous êtes en train de faire, Wally est en train de faire un excellent travail. Et vous êtes en train de l'accompagner dans ce sens-là. Mais je souhaite vraiment que ça soit une réussite. Et que l'on prenne l'exemple sur vous aussi. Pourquoi pas? Sans tricher. Ah bon? Sans tricher. Mais vraiment, merci. Merci, je pense qu'il y a un problème. On est vraiment contents. Ouais, vraiment. On peut aller de l'avant. Peut-être aussi que vous avez parlé aussi de beaucoup des romans, mais vous n'avez pas parlé de la série de contes que je suis en train de faire. Les contes. Voilà, donc j'ai un peu évolué. Voilà. Donc on en parle. Peut-être que la prochaine fois. On en parle. Parce que là, on va publier beaucoup de recueils de contes. Parce que actuellement, bon, j'ai déjà... C'est important pour les enfants. Et donc, on en parle, c'est le moment. Parce que vous savez, par exemple, j'ai fait plusieurs contes en France. D'accord. Tout ça, c'est des contes qui ont été édités en France. Ok. Mais je me suis lancé dans ce qu'on appelle l'édition de contes illustrés. Voilà, contes illustrés. Tout est illustré. Ok. Donc, c'est pour permettre non seulement aux jeunes, aux enfants de lire, mais aussi aux grandes personnes aussi de lire. Ah oui. Tout est illustré. Et je pense qu'actuellement, on est presque à 15 titres illustrés. Ça, c'est des contes. Les contes de Berne. Donc, tout ça là, c'est des... Vous voyez,
Hein? Moi, j'ai lu maman ne Travaille pas. Bon, je l'ai lu, mais les ça autres, fait, j'ai ça pas fait longtemps, encore lu. donc vous avez J'ai lu lu, ça, ouais, par non, exemple, travaille pas. Farilanes. Vous voyez Ok. que je suis en train de reprendre tous les contes, donc c'est les Farimba. de plaisir. Vous voyez, donc je suis en train de Machallah. reprendre tout ça. Les contes de Diane, parce que tout simplement, si on ne fait pas attention, Diane, avec le port de Diane qui va exister, Diane va Ah oui. un peu disparaître, comme on dit. Des Gundaya. Voilà, donc je suis en train de reprendre ça, parce que pour Machallah. moi c'est important. Voilà, donc, Je vous l'avais dit, il est voilà. trop prolifique, cet écrivain-là. Il a beaucoup écrit. Machallah. 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 Donc vraiment, c'est avec plaisir que les gens puissent venir visiter donc Mutu Édition, voir ce que nous faisons. Ah oui, faire de belles choses. Et au-delà, aller dans les librairies et trouver tous les livres de Mutu Édition qui sont là-bas. Machallah. Vraiment, il n'y a pas de problème. Donc on peut trouver les livres de Mutu dans Ah oui, quelle librairie? vous allez à Claire Afrique, Claire Afrique, Université Claire Afrique en ville, Ok. ou bien au niveau de, par exemple, 4 vents, tous les livres sont là-bas. Harmattan, maintenant, les livres sont là-bas, Harmattan. Ok. Hein, vous allez, par exemple, dans tout le circuit de distribution de Moka d'édition, que ce soit aussi bien à l'aéroport, que ce soit, par exemple, dans les stations, et les livres sont là-bas. Nous saluons le grand Ibrahim Touré. Voilà, donc voilà. Donc je pense que donc il y a possibilité de les avoir. Maintenant, bon, à l'extérieur aussi, en France, que ce soit par exemple, et même en Afrique, dans certains pays, mes livres sont là-bas. Donc, mais il n'y a aucun problème, je pense que on veut partager. Merci beaucoup. Partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc, chers amis internautes de Segima Multimédia, c'était votre émission littéraire avec Mamadou Sam, auteur, directeur de Mintu Édition. Merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah. Longue vie et littéraire. Longue vie. Merci beaucoup. Voilà, donc, et beaucoup de succès. Merci, c'est gentil. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah, avec une autre élite de la littérature sénégalaise. Merci beaucoup.